C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On va parler maintenant du Mali avec ce qui s'est passé au niveau de Moura. C'était il y a plus d'un an de cela. Eh bien, un rapport de l'ONU incrimine les militaires maliens avec les supplétifs russes du groupe Wagner. Rapport retorqué par les autorités maliennes. Et dans cette situation, le Mali peut compter justement sur le soutien de Bamako. Toujours avec mes deux invités pour faire ce débat, Jacques Diakouti et Germain Sossou. Le gouvernement du Burkina s'est étonné, c'était le lundi, du contenu du rapport de l'ONU qui accuse l'armée malienne et Wagner d'avoir commis des exactions contre les civils dans la localité de Moura. Début mai, Bamako avait apporté son soutien à Ouagadougou, qui était sous le feu des critiques de la communauté internationale suite à des allégations des actions contre des civils dans la localité de Karma. Eh bien, c'est maintenant le Burkina qui soutient maintenant le Mali dans cette affaire. D'ailleurs, les autorités maliennes ont, elles, décidé d'ouvrir également une enquête contre les rapporteurs. Germain Sossou, peut-être sur le général, une situation assez bizarre, c'est que chaque fois qu'il y a l'armée intervient, on a ces organisations de défense des droits de l'homme qui se pointent à l'horizon, qui disent qu'il y a eu des exactions, mais qui sont muets comme des carpes quand c'est les terroristes qui commettent les exactions. C'est pour cela que parfois je suis un peu gêné. Je vous disais tantôt que, comme ce qui se passe au Sénégal, quand vous voyez les antécédents, parfois vous avez du mal à accepter un certain nombre de choses. D'abord, le village dont on parle, pendant un certain nombre d'années, il est prouvé clairement que les terroristes se sont installés dans ce village. Ce n'est pas un mois, 2 mois, ils se sont installés depuis que les forces Takuba existaient. C'est reconnu que même c'est leur bastion même, quoi. Ils se concertent, ils font beaucoup de choses. Donc, l'actuel responsable du Mali, qui fut un soldat de terrain, qui connaît tout ça, lorsqu'il prend les dispositions de redonner donc la souveraineté à son pays, c'est normal qu'il fasse le combat. Et ce village-là, comme il y avait beaucoup de djihadistes là-bas, ils ont pris sur eux la responsabilité de dégager les djihadistes. Et il y a eu des combats. C'est sur ces combats-là que l'ONU fait des révélations disant qu'il y a eu des exactions. Mais ce que je sais, c'est que quand il y a une inquiétude à la descente des militaires, les enquêtes se font de façon conjointe. C'est-à-dire que l'État qu'on accuse doit participer de bout en bout jusqu'à accepter les conclusions, les résultats. Mais ce qui me gêne davantage, c'est que il y a eu des cas où l'ONU, est-ce que je dirais que l'ONU a fermé les yeux? Parce que quand vous prenez le cas, par exemple, de l'Afrique, du continent africain, ce qui s'est passé avec Kadhafi, ouais, ce n'est pas les soldats africains qui sont allés, en Libye. C'est des soldats des légions étrangères qui ont interviewé, qui ont tiré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une suite? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, là-bas, avant que Gbagbo ne soit déporté et qu'il ne revienne. Mais est-ce qu'il y a eu des... Je ne sais pas, vous pouvez me rappeler. Mais quand on quitte le continent africain, mais vous vous souvenez de l'histoire de l'Irak, de la guerre du Golfe de l'Irak, même entre-temps, même quand on parle même en Algérie aussi, comment les choses se sont passées. Mais comment se fait-il que à chaque fois là, quand il s'agit des grandes puissances, comme je l'ai dit aux États-Unis, la France, ils ont organisé des choses, il n'y a jamais des enquêtes. Et quand il s'agit du continent africain, très souvent on exporte. Et ici, le problème c'est que c'est un État qui s'est engagé à combattre les djihadistes. Et comme je l'ai dit, c'est prouvé que dans cette base-là, il y avait beaucoup de djihadistes. Je ne sais pas quel est le décompte qui a été fait par rapport aux djihadistes qui ont été tués et dont on dit qu'on a fait les exactions. Mais ce que je sais, c'est que le gouvernement malien ne reconnaît pas, ces conclusions. À partir de cet instant-là, il se pose un problème. Je ne voudrais même pas, parce que j'avais voulu entendre ce qui s'est passé au Rwanda aussi, le génocide rwandais, jusqu'à présent, quelle conclusion, si vous vous appelez en tant qu'Africain, on dit ce qui s'est passé au Rwanda, là, quelle est la conclusion? Mais voilà, donc ici, là-bas même, on peut dire même que c'est des guerres civiles. Ici, il s'agit d'une guerre contre des djihadistes. Et quand les djihadistes attaquent les États africains, comme le Mali, le Burkina et tout ça là,
Quelle est la position de l'ONU, à part le fait qu'on a mis une coalition pour combattre tout ça? Mais vous faites partie même d'une coalition pour combattre un mal. Mais ce mal-là est combattu, on dit non, qu'il y a eu des exactions. Dans tous les cas, à partir du moment où l'État malien ne reconnaît pas l'inconclusion, ça voudrait dire qu'il faudra une autre enquête pour véritablement situer les gens. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Mais moi, vous m'excusez d'avoir la faiblesse de penser que les Africains jusqu'à présent, quand nous ne sommes pas mis au piédestal comme les autres, et quand il s'agit de... Et j'ai même la faiblesse aussi de penser, comme je vous l'ai dit, que comme il y a des problèmes entre le Mali et la France, qui parle de la France parle de... Parce que quels sont les pays africains qui ont le veto, qui ont le droit de veto? Je ne sais pas s'il y a un pays africain. Il y en a pas. Alors, donc, c'est la France, c'est les États-Unis, et tout ça qui ont le droit de voter, de veto. Et c'est eux qui dirigent l'ONU. Et il est prouvé aujourd'hui que l'ONU est pratiquement utilisée contre... Alors que la mission de l'ONU, c'est de protéger les faibles. Aujourd'hui, l'ONU est utilisée contre les faibles. Et quand vous avez des régimes qui se lèvent contre une puissance, on a l'impression que l'ONU est utilisée contre ces régimes-là. C'est pour cela que la vérité est difficile de trouver autour de ça. Parce que si c'est que la France n'avait pas de problèmes contre l'État malien, n'avait pas de problèmes contre le Burkina, et que quelque chose s'était passé, on pouvait... Aujourd'hui, comment on peut croire que ce n'est pas téléguidé contre la politique menée par ces États. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que spontanément, c'est le Burkina qui soutient l'État, le Mali. Normalement, ça aurait été bien que ce soit l'ensemble des Africains, sur la base du patriotisme, qui soutiennent. Parce qu'à partir du moment où vous venez faire une enquête dont l'autre État ne reconnaît pas, donc vous savez les conditions dans lesquelles l'État malien et le Burkina ils se battent pour s'en sortir des djihadistes, ça aurait été bien que ce soit les chefs d'État africains ou les organisations de la société civile africaine unanimement qui rejettent. Nous avons déjà vu des cas, j'ai parlé de la Libye, de Gbagbo ici, dans l'injustice, on a déporté des gens comme ça. Après tout, la vérité s'est installée. Donc voilà le sentiment que nous avons. D'accord. Jacques Diakouti, il y a quand même quelque chose de curieux, je ne sais pas si ça vous étonne aussi, c'est que ici, le fait s'est produit en 2022. Rapidement, l'ONU a diligenté donc son enquête, les conclusions sont sorties. Mais on se rappelle 2021, les troupes françaises ont frappé des civils à Douentza, pas loin de Douentza. L'armée française a nié jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu quelque enquête que ce soit, quelque rapport que ce soit pour prouver quoi que ce soit. Comment ça se fait que ça soit si rapide quand on veut incriminer les armées en lutte contre le terrorisme, mais quand ça concerne d'autres, ça ne va pas de tortue? Non, je crois que, Samuel, je ne sais même pas si vous avez un peu jeté un coup d'œil par rapport à ce rapport. Et comment le rapport a été diligenté. Vous savez, les experts de l'ONU n'ont pas mis pied dans cette localité pour mener les enquêtes. C'est pourquoi vous avez vu que le Mali dit qu'ils vont porter plainte contre leur souveraineté. Parce qu'ils ont utilisé les drones pour pouvoir filmer cette partie et déduire effectivement le nombre de cadavres et tout ça et produit le rapport. Et autre aspect, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont également interrogé même certains habitants qui ne se reconnaissent même pas dans ce rapport également. Vous voyez? Donc le Mali est en droit de porter plainte. Parce que vous savez que le Mali avait fermé complètement son espace aérien et dit également qu'ils ne veulent pas que les experts de l'ONU puissent effectivement enquêter à ce niveau. Comment ils ont fait? Comment ils ont procédé? Ça aussi, il faut voir ça. Vous voyez? Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que je suis d'accord et ému que le Burkina puisse donner effectivement son soutien au Mali. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est comme si la communauté internationale, pas toute la communauté internationale, on connaît ceux qui sont en train de manipuler l'ONU pour créer des problèmes à certains États africains. On connaît ces États. Donc il faudrait aujourd'hui qu'il y ait effectivement une solidarité africaine. Et aujourd'hui, il faudrait également que les États africains puissent mettre également sur pied ces organes-là qui puissent enquêter lorsqu'il y a par exemple des exactions dans certaines localités, dans certains pays, que l'Union africaine puisse également disposer de ce genre d'enquêteurs pour aller faire effectivement ces enquêtes-là, produire ces enquêtes-là au nom de l'Afrique. Parce que nous constatons aujourd'hui que quand, par exemple, les étrangers la viennent, et si par hasard, ils tombent sur quelqu'un, et puis vous savez,
souvent, ceux qu'ils interrogent, c'est des personnes un peu téléguidées. Et lorsqu'on téléguide une personne, on lui dit, bon, dis ce que nous voulons, mais la personne est obligée de le dire. Et donc, quand c'est comme ça, attendez voir ce qui, effectivement, il puisse avoir des rapports biaisés par rapport à certaines situations. Vous voyez, le Mali est assis tranquille. Le Mali a dit non, bon, ok, nous avons reçu le rapport, mais nous allons également faire l'autre contre-rapport pour voir ce qui a été fait et par rapport à cette situation. Parce que du moment où on vous a interdit d'accès, comment vous avez fait? Vous dites non que c'est des drones que vous avez utilisés. Ils ont utilisé les drones effectivement pour prendre les photos, filmer avant de produire le rapport. Mais il y a eu entre nous un drone qu'on utilise pour produire un rapport et aller sur le terrain pour enquêter. Vous voyez que c'est le jour et la nuit. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que les États africains, c'est vrai que depuis, vous voyez l'Afrique, ils sont en train de crier tout le temps qu'il faut qu'ils puissent avoir une place également au sein des Nations Unies pour le droit de veto. Mais jusqu'à présent, on ne les écoute pas. À un moment donné, il faut qu'ils s'unissent parce que là, les Européens ont constaté que l'Afrique, effectivement, est divisée. Parce qu'aujourd'hui, même si on dit qu'on va donner une place à l'Afrique, vous allez voir ce qui va se passer. Certains vont dire non, ils ont plus de population, d'autres vont dire ils ont plus de superficie, ainsi, en ça. Et finalement, ça aussi, ça deviendrait également une bataille farouche. Non, c'est pourquoi aujourd'hui, depuis là, on n'arrive pas à les octroyer une place. Parce qu'ils ont constaté qu'il y a effectivement des divisions. Je suis outré de voir ce qui se passe aujourd'hui dans ces États, au Mali, au Burkina Faso. Et qu'aucun pays africain, ça ne met personne, pour dire, bon, nous allons aider nos frères à pouvoir s'en sortir de ce terrorisme-là. Les gens se taisent parce que cela ne les arrive pas. Donc ça n'arrive qu'aux autres. Regardez ce qui se passe actuellement au Soudan, où tous les jours il y a des morts, des déplacés. Et au même moment, certains chefs africains, et certains chefs d'État africains se paient le luxe de dire qu'ils vont former une coalition pour aller faire la paix entre l'Ukraine et la Russie. Mais ça, c'est une aberration. Mais qu'est-ce que vous faites? Regardez le feu qui brûle actuellement au Soudan. Regardez les déplacés actuellement au Burkina Faso, les déplacés au Mali. Mais ça ne vous aime pas de former une coalition au sein de l'Union africaine pour éteindre effectivement ce feu. Et vous avez le luxe de dire, bon, nous irons parler à Poutine et parler à Zelensky pour pouvoir effectivement faire la paix. Et chez vous, et l'Afrique, qu'est-ce que vous faites? Donc je crois qu'à un moment donné, faudrait que... C'est pourquoi nous disons, il faut que nous puissions avoir effectivement une élite africaine, aujourd'hui composée effectivement de ces jeunes-là, pour qu'ils puissent réfléchir et donner un autre élan à l'Afrique. Parce que mais on ne peut pas comprendre, c'est une aberration quand moi j'ai appris ça. Dit, mais comment? Mais regardez les Africains qui souffrent comme ça, vous n'avez rien fait. Et tout ce que vous trouvez, dites-moi, entre l'Ukraine et la Russie, qu'est-ce que l'Afrique gagne? Quel est le problème qu'est-ce que l'Afrique a entre ce qui se passe en Ukraine et en Russie? L'Afrique n'a rien. L'Afrique n'a rien à perdre. On dit que ça impacte le commerce international. Il y a le blé. Oui, mais écoutez, si c'est le blé, on peut produire le blé. On peut produire aujourd'hui le blé. Si aujourd'hui, les États africains prennent sur eux de pouvoir financer aujourd'hui la culture du blé, on n'aura pas du tout de problème. Mais vraiment, c'est vraiment une aberration que ce qui se passe entre les Africains aujourd'hui pour dire qu'ils vont aller faire la paix au même moment. Vous avez vu ce que le président américain est en train de faire. Il a dit qu'il va livrer les F-16 à l'Ukraine. Oui. Mais ce qui se passe au Soudan, il ne peut pas le faire. Ce qui se passe au Burkina, au Mali, ça ne les aime pas pour pouvoir armer. Aujourd'hui, c'est les armées burkinabées et maliennes pour venir à bout de ces terroristes sans leur dire rien. Et aujourd'hui, vous êtes contents, vous êtes heureux. Et puis, j'ai suivi certains chefs d'État qui disent non, que c'est une bonne chose. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé susciter un cabinet privé. C'est un cabinet privé qui a négocié, Niaoui. C'est un cabinet privé qui a négocié effectivement cette rencontre-là entre la Russie et l'Ukraine. Et les gens sont contents, disent bon, on est chef d'État, on y va. Et aujourd'hui, le président de l'Union africaine, je l'ai écouté, il était mécontent parce qu'on ne l'a pas associé à cette négociation. Mais c'est quelle aberration? C'est vraiment une aberration pour l'Afrique. Ici, dans le cadre de ce rapport, on vient de voir donc le Burkina qui apporte son soutien au Mali, parce que le Burkina lui-même a été victime de la même situation il y a quelques semaines. Le Mali lui a apporté son soutien. Mais on a l'impression un peu que dans cette affaire, comme le disait Jacques Diakouti, les autres pays africains semblent silencieux. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est pour cela que
quand vous m'excusez, quand j'écoute certains de nos petits frères sur les plateaux de télévision, bon, c'est la démocratie, hein, chacun dit ce que... Mais c'est une honte que vous soyez noir, hein, africain noir pour noir, et que vous souhaitez que ce qui se passe au Burkina, au Mali, il y ait échec. Parce que quand il y a échec, c'est vous-même, c'est votre déperdition. Bien sûr. Vous devez prier qu'il y ait... Parce que c'est pour ça, moi aussi, j'ai été étonné que, bon, je comprends que c'est ça. Nous ne sommes pas libres. Nos chefs d'État ne sont pas libres. Autrement dit, depuis ce qui se passe au Mali, au Burkina, il devait y avoir une organisation. Je ne sais pas à quoi sert la CEDEAO. C'est-à-dire, le Mali a des problèmes, le Burkina, ils ont des problèmes. Il y a à ce stade aucune organisation qui se sont mis ensemble, les chefs d'État, pour dire on va apporter notre soutien. On va apporter notre soutien. Et c'est pas que, moi je reste convaincu, c'est pas qu'ils mais ils ont peur. Ils ont peur des puissances. C'est-à-dire que il y a la France, les États-Unis, tout ça là. Et donc chacun reste. C'est ce qui ne fait pas notre force, nous les Africains. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore des responsables qui peuvent s'assumer, qui peuvent se dire, mais même si je perds la vie, comme ce fut le temps des Sankara, même si je perds la vie, c'est la voie de la dignité. C'est la voie de la responsabilité. Il n'y a pas. Donc chacun fait attention à son fauteuil. Et il préfère, même pendant qu'il y a des morts au Mali, tout ça là, ils voyagent en Europe, ils reviennent. C'est-à-dire que, je crois que c'est la reine d'Angleterre qui, c'est un roi qu'on devait introniser. Oui, Charles III. Le ballet des chefs d'État africains en Occident. Pendant ce temps-là, le Soudan brûlait, et puis le Mali, nous les Africains, c'est quand qu'on va s'assumer. Quand on est comme ça là, on va toujours chercher la légitimité ailleurs. Toujours on va chercher. On peut être africain, on sort pour voir et revenir. On peut aller acquérir et revenir. Mais il faut aimer son continent. Il faut travailler pour son continent. C'est pour cela que je souhaite, moi, un jour, l'émergence des nouveaux responsables sur le continent africain. Il faut des gens. Et c'est ces gens-là qu'on empêche très tôt d'arriver au sommet. C'est de ça que nous parlons, par exemple, un certain Soko. Quand vous l'écoutez, vous voyez sa vision. Peut-être qu'il a trop vite à énoncer, mais c'est la voie de la dignité. Parce qu'à un moment donné, il faut que les Africains ils soient fiers d'être Africains. Malheureusement, nous sommes nous-mêmes, nos compatriotes sont les responsables qui nous... Comment on dit ça? Qui nous enfoncent. Quand vous écoutez des jeunes, des petits frères que je salue, qui disent qu'ils ont fait des études, qui sont en politique, mais qui viennent sur le plateau, qui présentent des principes de droit. Mais attends, il y a un droit, il y a la loi et l'esprit de la loi. Je peux prêter serment, je suis chef d'État, je peux prêter serment de dire, je vais protéger le peuple togolais. Mais, en dessous, je les martyrise. Je peux dire, je suis chef d'État élu, mon mandat, il est social. Mais je peux renvoyer les petits commerçants au bord de la route. Il faut pas que les gens parlent, parce qu'on dit que j'ai fait le droit. Non, ça là, je vais pas... Mais c'est dommage. C'est dommage de voir en Afrique des jeunes Africains qui sont en train d'émerger et qui dénigrent leur continent. Hein? Vous voyez même des journalistes qui sont sur les plateaux qui disent, mais voilà, celui-là, il ne va pas réussir. Moi, je me moque de lui seulement. C'est quand le blanc, il vous écoute, il rit. Parce que si vous êtes un Africain, vous avez des problèmes dans votre pays, vous allez quelque part, vous demandez l'asile, on va vous accueillir, on va vous aider, c'est humain. Mais c'est le pays, que ce soit la France, la Belgique, qui vous accueille, parce que vous avez fait votre pays pour les choses, parce qu'il y a des traités qui vous accompagnent. Mais jamais, le Belge ne va jamais accepter que vous dénigrez leur pays. Il ne va jamais vous substituer, jamais. Mais vous, un noir, un africain, vous dénigrez votre propre continent, vous dénigrez vos propres frères. Mais c'est dommage, quoi. Et c'est ce que moi je vois. Ça m'irrite, moi je ne comprends pas. Pourquoi les gens sont africains de peau, mais dans la tête, ils sont des Occidentaux. Mais il y a quand même une question qu'on est peut-être en droit aussi de se poser, c'est que là, on parle du massacre de Moura, 500 morts. Donc, ce rapport dit que l'armée, les FAMA et puis les supplétifs russes sont allés et ont massacré des populations. Bon, quand on y réfléchit, on trouve que c'est complètement surréaliste. Mais en même temps, est-ce que c'est des choses impossibles? Non, vous savez, Samuel, quand vous êtes par exemple dans un état de guerre, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Mali, vous voyez ce qui se passe par exemple au Burkina, où des djihadistes sont capables
de prendre par exemple les tenues militaires. Ils l'ont fait vous voulez élaborer et aller commettre les forfaits. Et vous voyez, donc c'est un peu difficile. Je ne suis pas là pour faire l'apologie effectivement du crime. C'est pas ça mais ce que je dis, il faudrait aujourd'hui, vous savez, il y a également eu un autre massacre au Burkina Faso. Et la communauté internationale est en train également de tambouriner pour qu'on puisse également faire le rapport, la lumière sur ce qui s'est passé. C'est la même chose également au Mali. Et vous vous rappelez, dans le temps, c'était dit également, ce massacre-là également, les soldats maliens avaient dégagé leurs responsabilités pour dire non, que ce n'est pas eux. On parle de la tenue, mais ce n'est pas au fait eux. Ouais. Et c'est la même chose également qui s'est reproduite au Burkina Faso, où les gens se sont arborés des tenues militaires burkinabés pour aller commettre également des forfaits. Donc je crois qu'aujourd'hui, dans une situation de guerre où tout est possible et les gens sont capables de tout faire, je crois qu'il faut mettre bas la terre. Mettre bas la terre, prendre le temps de pouvoir analyser, prendre le temps effectivement de faire les enquêtes. Pourquoi je disais tout à l'heure, vous savez, nous les Africains, il faut reconnaître, l'Africain est intelligent. L'Africain a des potentialités pour aller faire des choses extraordinaires, du moment où si on lui accorde les moyens. Aujourd'hui, ce que nous constatons, oui, depuis un certain temps, tout ce qui se passe au Burkina Faso, tout ce qui se passe au Mali, est-ce que vous avez vu l'Union africaine, la CEDEAO, diligenter par exemple des enquêtes? Non. Toujours nous parle de l'ONU. C'est l'ONU qui fait des enquêtes. L'Union africaine est où? La CEDEAO est où? C'est ça le problème. Donc vous allez vous attendre tout le temps que lorsque des choses se passent dans vos pays, que les autres viennent vous dire ce qui se passe. Mais vous faites quoi finalement? Pourquoi nous avons ces organisations? Pourquoi nous avons ces regroupements alors? Si ces regroupements ne peuvent pas nous venir en aide, ne peuvent pas nous venir en soutien, bon, dites-nous, quelle est l'utilité effectivement de ces organisations? Il faut seulement rester pour dire non. Quand les populations crient, on dit non, bon, avec le protocole additionnel de la CEDEAO, à 6 mois des élections, on ne peut pas modifier la Constitution, c'est tout. Ouais. Donc je crois qu'il faudrait que nos institutions puissent aller au-delà de ça. Moi, je suis souvent étonné, je suis souvent sidéré que ce qui se passe actuellement au Soudan, ce qui se passe au Burkina, au Mali, que depuis là, que l'Union africaine ne peut pas constituer par exemple une force tampon pour aider ces États-là. Mais c'est quand même grave. Et il faut toujours attendre que les États-Unis viennent former par exemple nos militaires, que la France envoie par exemple du matériel, mais c'est quand même aberrant. C'est quand même dommage. Et à tout ce temps-là, nos frères ne font que mourir, nos sœurs, les déplacer. Si vous suivez un peu les médias, mais vous êtes tentés de pleurer tout le temps. Vous dites, mais mon Afrique, nous allons où au fait? À un moment donné, il faut que nos chefs d'État africains comprennent. La fois passée, comme il a si bien dit, on voulait introniser ce roi-là. Les gens sont allés. Mais vous êtes allés faire quoi? Au même moment, le Soudan est en train de brûler. C'est en ce moment que le Soudan brûlait. Mais les gens sont allés. Les gens vous diront que non, que c'est les mêmes puissances qui tirent les ficelles. Mais si c'est les mêmes puissances qui tirent les ficelles, on sait que ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, c'est les Américains et l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Ça, on le sait. Mais en tant que chef d'État africain, qu'est-ce que vous faites? Mais la coalition que vous organisez actuellement d'aller négocier pour donner la paix entre la Russie et l'Ukraine. Mais formez cette coalition également pour rencontrer le président égyptien, pour rencontrer le président américain et celui du Qatar, pour leur dire, écoutez, il faut que la paix revienne. Vous voyez? Donc je crois qu'à un moment donné, si on ne sait pas faire, à l'allure où vont les choses, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas du tout, mais on risque de pousser les Africains à ce que dans chaque famille, que les gens puissent s'armer. Et quand c'est comme ça, vous ne pourrez plus rien contrôler. Si chaque famille, par exemple, a une arme, mais attendez-vous qu'on puisse seulement crier aux voleurs, mais les gens vont commencer... vous ne pourrez plus contrôler. La guerre civile. En tout cas, on ne le souhaite pas. On va passer maintenant au dernier sujet. On parle du Togo, le recensement électoral qui a démarré donc ce samedi dans la zone 2. Nous sommes le 20 mai. La zone 2, c'est Tchamba, Sotoboa, Blita, Ani, Ogou 1 et 4, Ogou 2 et 3, l'Est Mono, le Moyen Mono, Lagou, Okloto, Kwele, Daï, Wawa et Akebu. Ce sont les préfectures donc, que je viens de citer. Le recensement s'y déroule du 20 au 27 mai. Bon, rien à dire sur le démarrage, mais ça nous permet de faire le point. On est en zone 2, puisque donc, Germain Soso, il y a eu la zone 1.
de la vie générale, c'était un gros cafouillage. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, vous savez que par rapport à la vie politique au Togo à partir de 2017, avant les élections locales, 2017, 2018, 2019, jusqu'à jusqu'à 2020, l'élection de présidentielle 2020. Il y a eu un certain nombre de ratés en ce qui concerne la mobilisation pour les élections. Il y a eu dysfonctionnement, incompréhension au sein des groupes politiques. À l'époque, la tendance les non-participationnistes étaient même, je dirais, ils avaient le vent en poupe, ils n'étaient pas d'accord que les gens aillent aux élections. C'est pas qu'il n'y a pas aujourd'hui certains qui ne veulent pas toujours, mais contrairement à ces périodes-là, pour ce cas-ci, ceux qui souhaitent que les gens aillent prendre leur carte d'électeur sont plus nombreux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partis politiques qui, dans le temps, n'avaient pas vraiment travaillé à cet objectif et qui l'ont fait aujourd'hui. Alors nous sommes restés cohérents. Quand je dis nous, vous prenez les forces de l'avenir. Depuis que nous avions mobilisé les gens à la coalition 14, nous avions souhaité aller aux élections. Je l'ai déjà dit ici, nous n'avions pas été écoutés à l'époque, où nous avions parlé même de ce que nous appelons une machine électorale. Il fallait aller aux élections. Il y a eu des divisions, il y a eu des partis politiques qui ont appelé, même à ne même pas aller se recenser. Donc, les périodes-là, il n'y avait pas d'affluence. J'ai dit, maintenant, c'est le contraire. C'est vrai qu'il y a, je crois, un ou deux partis de tout qui sont restés dans leur position où dit n'y allez pas. C'est la dynamique Monseigneur Podjoro qui a... Non, le PNP aussi est resté. Bon, si vous le comptez encore comme des partis actifs, si vous le comptez encore dans ce rang-là. Le PNP est le parti qui a été véritablement mobilisateur en 2017. Oui, moi je constate que vous avez mis le verbe au passé, donc... Oui, mais je vous ai expliqué depuis 2017. Oui, 2017, moi j'explique comment les choses se passent. Bon, maintenant, et que comme oui, je suis d'accord. Et donc, la plupart des partis politiques qui sont dans la dynamique Monseigneur Podjoro, la majorité souhaite qu'il y ait des élections. Donc, des appels ont été lancés. Et les organisations de la société civile qui ont été neutres dans le temps, quand nous on appelait, sont sortis aujourd'hui pour dire qu'il fallait aller. Donc, c'est ce qui a créé l'affluence. Oui, c'est ça qui était à l'affluence. Et moi, personnellement, mon discours était toujours ceci. Il dit, contrairement à ce que les gens pensent, moi, je dis que le régime l'appelle des élections. Parce que les gens, mais je dis que le régime... La preuve, c'est ça. Vous voyez, c'est la question que vous avez posée. Parce que quand les gens sont sortis à la zone 1, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Vous allez voir ce qui va se passer dans la zone 2. Vous allez voir qu'il y aura moins de problèmes. Mais ça aussi, en politique, ça s'explique. Alors, normalement, quand nous avions lancé les appels, accompagnant même l'initiative du gouvernement d'aller, normalement, on devait prendre les dispositions pour qu'on recense les gens. Vous savez que... non seulement tout le monde n'a pas réussi à se recenser, mais il y a une grande frange des jeunes qui n'ont pas pu être recensés. Oui. Tous ceux qui sont nés en 2005, normalement, avaient 18 ans cette année pour se faire recenser. Mais il y a une programmation au niveau de la machine qui fait que lorsque vous êtes né en janvier, février, jusqu'en juin, je crois, vous pouvez passer. Mais à partir de la deuxième moitié de l'année, c'est-à-dire que, au lieu qu'on considère l'année, ils ont programmé qu'on considère la moitié de l'année. Si vous êtes né en novembre, vous ne pouvez pas passer. Alors que normalement, l'élection devait avoir lieu en décembre. Vous aurez déjà 18 ans de toute façon. Puisqu'on devait seulement... on devait faire 2023. Voilà. Oui. Donc, ça voudrait dire que je ne sais pas. C'est pour cela que la CENI aurait dû faire le point. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Moi, je ne sais pas. Pas encore. Donc, qu'est-ce qui a été la pause qu'ils ont observée? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que cet aspect-là a été pris en compte? Si ça a été pris en compte et que dans la zone 2, on a considéré que l'année, c'est-à-dire que tous ceux qui ont 18 ans, c'est-à-dire que vous êtes né en 2005, vous avez 18 ans, on considère, puisque les élections, ça serait en décembre, ou peut-être bien avant décembre, il y aura peut-être les régionales avant. Mais ceux qui ont 18 ans, ils doivent voter. Pourquoi vous regardez les mois, je ne sais pas. Bon, maintenant, s'ils n'ont pas été recensés et qu'on ne recense ceux qui sont dans la zone 2, dans la zone 3, il faudra faire en sorte que ceux qui n'ont pas été recensés ici puissent l'être. Donc, il faudra que la CENI prenne les dispositions pour l'être. Mais, en dehors de ces gens, tout le monde n'a pas pu être recensé. Tout le monde n'a pas pu être recensé. C'est pas parce que quelqu'un est malade, il est à l'hôpital,
on aurait dû prendre. Parce que si quelqu'un est malade... Non, il y avait des gens qui avaient de la bonne volonté, qui ont passé 2-3 jours sans pouvoir le faire. Ouais. Oui, voilà, il y en a qui sont venus, mais il y a des malades dans les hôpitaux qui n'ont pas pu se déplacer et qui sont aujourd'hui sur pied. Mais il ne faut pas les laisser sur le carreau. Il ne faut pas les laisser sur le carreau. Bon, ils peuvent aller en zone 2 et puis demander transfert. Dans tous les cas. Donc, vous pensez que ça ne s'est pas bien passé, Jacques Diakouti, voilà. Zone 1. Donc, il y avait vraiment des ratés, effectivement. Zone 1, on a constaté beaucoup de problèmes, problèmes logistiques. En tout cas, on ne peut pas les énumérer ici. Comme il a dit, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore fait le point. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui a pu expliquer cela? La CENI dit qu'il y a eu plus de mobilisation que de prévu, mais bon, ça n'a pas convaincu grand monde non plus. C'est l'impréparation, c'est tout. Ils ne sont pas préparés. Parce que moi, je suis un peu sidéré. Le Togo, on a organisé un recensement de toute la population. Et dans chaque zone, on connaissait un peu le nombre de populations. Et qu'on puisse dire encore que le recensement, là, ça n'a pas marché. Mais vous voyez que c'est quand même un peu... On ne peut pas comprendre. Parce qu'on sait à Lomé, par exemple, le nombre de populations qui est à Lomé. Et qu'on puisse dire également que les gens sont allés pour se faire recenser. Et qu'arrivé au niveau des lieux de recensement, et qu'il n'y ait pas de carte. À un moment, on dit non, qu'il n'y a pas d'encre. Et bon, vice-versa, les machines ne marchent pas. Vous voyez que c'est une aberration. Bon, à quoi a servi également ce recensement qu'on a eu à faire de la population? Ça avait servi à quoi? Donc, c'est pour vous dire que quelque part, la CENI n'était pas prête pour ce recensement, pour cet enrôlement, autant pour moi. La CENI n'était pas prête. Et l'autre aspect, la CENI a communiqué où? La CENI n'a pas communiqué. La CENI n'a pas du tout communiqué. La CENI n'a pas donné de directives par rapport, effectivement, à comment ce recensement va se faire. Mais vous parlez aujourd'hui d'engouement, partout dans les bureaux de vote. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les étrangers également sont allés pour se faire recenser. Parce que pour eux, on a eu à faire le recensement général de la population. Pour eux, comme on a parlé encore de ce recensement, les mêmes sont encore allés. Et ce qu'on a glissé, ce qui a fait que finalement il y a eu débordement, c'est parce qu'on a parlé de novici. Parce qu'on dit quand vous allez vous faire recenser, on va vous donner novici. Donc les étrangers également sont allés. Parce que les gens se sont dit, mais écoutez, comme on nous avait recensé, maintenant comme il y a de l'argent, il faut qu'on aille également se faire recenser. Les gens sont allés. Et voilà pourquoi il y avait tellement de monde dans ces bureaux de vote. Et l'autre aspect, c'est vrai que les partis politiques également. Vous savez que dans le temps, certains partis politiques appelaient au boycott. Et la plupart aujourd'hui ont appelé effectivement les populations à se faire recenser. Donc c'est pourquoi j'ai dit quelque part, il faut accuser la CENI. Et j'étais heureux de constater que finalement, en Conseil des ministres, le gouvernement a reconnu effectivement que la CENI a failli. Mais la CENI a failli. Bon, qu'est-ce qu'on a donné, quels moyens on a donné à cette CENI pour que la zone 2 ne puisse pas vivre les mêmes choses que ce que nous avons vécu. Est-ce qu'on peut se dire que le temps qu'on a observé, parce que normalement il y a eu changement de date finalement, ça lui a permis de se préparer? Mais, se préparer où? Parce que vous savez que la plupart de ceux qu'on devait déployer à l'intérieur, les gens étaient là-bas. C'est arrivé le lendemain qu'on leur a fait comprendre que le recensement n'aura plus lieu. Ils avaient déjà déployé le personnel et tout le matériel était là-bas. Les gens n'étaient pas au courant. Moi, j'ai dit, et puis vous savez, l'intérieur, c'est quoi? Le problème qui va se poser, c'est au niveau des témoignages. Parce que la plupart n'ont pas les cartes d'identité. Vous voyez, il faut que le chef du quartier vienne, le chef du village vienne témoigner et tout ça. Ça va prendre encore un temps fou pour que les gens puissent s'enrôler. Parce que ce n'est pas 2 personnes, 3 personnes au niveau de l'intérieur. C'est plus d'une vingtaine de personnes que quelqu'un va venir témoigner. Et pour remplir ces fiches-là, jusqu'à ce que la personne ne prenne la photo pour que l'autre encore puisse s'asseoir, ça serait également la croix et la bannière. Donc je crois que quelque part, il faudrait, ce qui se passe au niveau de la zone 2, nous avons vu déjà sur les réseaux sociaux ce qui se passe déjà. Les gens se plaignent déjà par rapport à la zone 2. Mais je crois qu'il faudrait maintenant que la CENI puisse relever effectivement le défi. C'est vrai que le président de la CENI a fait une déclaration entre-temps sur les médias, mais vous avez vu comment
combien de fois les OPS l'ont cogné sur lui. Oui. Parce qu'il a dit non, que c'est eux qui créent. Non, c'est eux. Les choses. Non, c'est pas eux. Au fait, je vous dis, Samuel, moi, je suis allé dans un centre pour me faire enrôler. J'ai vu ce qui s'est passé. Il fallait vraiment être patient. Parce que vous voyez la dame qui est là, elle cherche la lettre A, elle prend le doigt, elle touche ici. Elle est là, elle cherche B. Bon, c'était pas du tout facile. Mais il faut reconnaître également que les machines également ont eu des problèmes. Les machines avaient tellement de problèmes. Et l'autre aspect, je crois que après effectivement ce recensement, il faudrait auditer celui qui a livré le matériel à la CENI. Il faut auditer cette personne. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire que l'encre qu'on a mis dans la machine ne peut pas imprimer 200 cartes. Et qu'à 100 cartes, l'encre est finie. Mais il y a un problème. Il y a un problème par rapport à celui qui a livré l'encre. Et il y a un problème également par rapport à celui qui a livré également les cartes. Parce que vous avez vu dans certaines zones, quand pour imprimer, il n'y a pas les cartes. Pour imprimer, il n'y a pas l'encre. Donc vraiment, il y a un problème. Donc je crois qu'au niveau de la zone 2, il faudrait que la CENI maximise la communication au niveau des médias de l'intérieur là pour pouvoir aider les populations effectivement à se faire enrôler. Dire effectivement à tous ces étrangers là de ne pas aller se faire recenser. Non, le recensement concerne seulement les Togolais, que tu sois Togolais de père et de mère. Les étrangers ne sont pas concernés par rapport à cet enrôlement pour les élections. Et l'autre aspect, vous savez, c'est que beaucoup de Togolais n'ont pas de carte d'identité. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas de carte d'identité. Donc je crois qu'il faudrait que les partis politiques, dans leur entité, dans leur ensemble, puissent également sensibiliser nos compatriotes. Si tu es Togolais, tu as droit à ta naissance. Si tu es Togolais, tu as droit à ta nationalité. Si tu es Togolais, tu as droit à ta carte d'identité. Tu es Togolais, tu as droit à ton passeport. Mais les gens sont là. Vous allez entendre les gens vous dire, mais je vais faire ma carte d'identité, je vais aller où? Mais pourquoi vous courez aujourd'hui pour les cartes d'électeurs? Parce qu'on a dit, si tu as la carte d'électeur, tu pourras avoir nos vicis. Et les gens courent. Non, ça n'a pas de sens. Il y a quand même, c'est peut-être vous les politiques qui devez poser ce débat. Moi, je ne peux pas comprendre que quand j'ai ma carte d'identité, ça montre que je suis Togolais. Oui. Et qu'il faut que je fasse encore une carte d'électeur pour voter. Oui, ça c'est des décisions politiques qu'on viendra. C'est comme... Mais pourquoi vous ne posez pas le débat? Non, ça va être fait. Il y a des cas. Parce que vous demandez à des gens qui ont déjà des pièces d'identité d'aller encore faire la queue pendant des heures pour prendre une carte d'électeur. Oui, je peux même vous dire que dans les choses que nous allons verser au gouvernement, le recensement électoral tel qu'il se fait, il va falloir qu'on le fasse les années prochaines par commune. Et par commune. Et on anticipe même. Vous savez, ça permet au gouvernement même avec ils suivent. On peut le faire. C'est-à-dire on donne le temps, ça ne suffit pas, tout ça là. Mais je vais revenir à ce qu'a dit M. Diakouti tout à l'heure. Il dit que ce qui s'est passé, c'est de l'impréparation. Bon, lui, je le concède. Moi, je dis que c'est faire dessin. Moi, je vous dis que c'est faire dessin. Parce que d'abord, vous allez voir que faire dessin par qui? Oui, mais par les gens, les gouvernants. Les gens non, mais c'est la CENI qui organise l'opération. Non, c'est le gouvernement qui met les moyens. Je vais vous dire, c'est le gouvernement qui met les moyens. Vous savez, je vais vous dire, vous savez, ce gouvernement-là, les gens qui gouvernent là, ils sont très. Ils mettent les problèmes sur le dos des autres. Vous savez que quand on a voulu chasser les pauvres populations des mairies là, vous savez, c'est les mairies que le gouvernement a demandé de chasser les gens. Les gens qu'on dit de chasser sur les routes. Oui, c'est pas la décision, je vous ai dit, c'est pas la décision des mairies, des communes. C'est le gouvernement. Maintenant, les mairies ont exécuté. Maintenant, les gens s'attaquent au conseil, on dit qu'on vous a élu, vous nous faites ça. Et le gouvernement, il est assis. Donc, le gouvernement, c'est lui qui donne les moyens à la CENI pour faire les choses. Nous avons fait le recensement général de la population, les résultats sont là. Donc, on sait que nous sommes au moins 3 millions. Si vous voulez, vous savez que 3 millions, ce n'est pas 3 millions qui vont aller aux élections. C'est-à-dire qu'il y a les mineurs. Mais imprimer 3 millions de cartes. Puisque si ça reste, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça l'anticipation. Vous avez imprimé 3 millions de cartes. Vous comprenez, non? C'est ça la responsabilité. S'ils ne l'ont pas fait, ils ont fait. Mais vous allez voir aussi que la zone 2, je reste convaincu que la zone 2 n'aura pas de problème. Parce que la zone 1, là,
c'est maritime et Grand Lomé. Et vous venez à la notion de fief, c'est ça? C'est la passion. Est-ce que ça ne s'est pas démenti avec les dernières élections qu'on a eues? Avant, oui, mais vous avez vu que UNIR grappille un peu partout aujourd'hui, fait des percées dans le Grand Lomé. Il ne faut pas faire le débat qui ne l'est pas. Moi, je regarde les résultats. Oui, vous regardez, c'est ce que je vous regarde, le débat. Si ce débat, si vous le posez, nous, on va vous demander comment la fraude s'organise. Donc, scientifiquement, moi, je regarde les résultats. Oui, mais vous regardez les débats. Par exemple, chez moi, dans ma commune, Golf 3. Je vous dis que les résultats, les conseillers qui sont à la commune de Golf 3 ne reflètent pas la réalité. Parce que à la commune de Golf 3, tous les militaires de toutes les garnisons ont été appelés pour se recenser au camp général Gnassingbé Yadema, qui est la commune. Oh, tous n'habitent pas dans la commune. Donc, c'est pour cela que demain, il faut qu'on fasse des réformes. Pour consigne clairement de voter un parti politique. Quand les gens ne sont pas dans la commune, oui, mais c'est moi qui quelque chose. Ouais, moi, je cherche les preuves scientifiques. Non, moi, j'ai été candidat. Oui, mais quand j'ai pas les preuves scientifiques. Oui, mais moi, je suis là quand les officiers sont assis. Moi, je suis là quand les officiers sont assis. Les gens vont ils prennent les cartes, ils donnent. Je vous le dis. Donc, moi, ça, c'est des choses un jour, vous allez voir, vous verrez, c'est la vérité. Mais quand les gens viennent donner la majorité à un parti, absolue à un parti, la majorité absolue à un parti, ça ne reflète rien. Parce que ceux qui ont voté, ils sont ailleurs, mais ils sont venus donner le pouvoir. C'est ça la même chose. Donc, ce que je vous dis, c'est que tout ça, c'est des partis, des fraudes que moi je te montre. Donc, le Grand Lomé, là, le maritime, tout le monde sait que c'est traditionnel. Quand même, vous dites que les gens ont voté. Maintenant, vous allez voir. Vous pensez que l'opposition ne peut pas engranger au nord, ils peuvent engranger le nord. Mais pourquoi le pouvoir fait des pieds et des mains pour que les choses réussissent vers le grand nord, mais qu'on empêche les partis politiques de l'opposition de circuler librement là-bas? Vous savez, là-bas aussi, des dispositions ont été prises. Aucun parti politique de l'opposition ne peut circuler, sauf le chef de l'État seul qui circule au nord. Oui, il y a une situation sécuritaire. C'est ce que je dis. Cette situation elle est évidente. Je dis, elle est instrumentalisée. Quand vous dites instrumentalisé, moi je ne sais pas. Est-ce que c'est pas le gouvernement? Mais je sais qu'elle est évidente. Et je sais aussi que quand le président de la République se déplace, c'est le premier Togolais qui se déplace. Vous voyez le cortège qui l'accompagne. Il ne se déplace pas à des fins électoralistes. Il va aller rencontrer les populations, il va aller rencontrer l'armée. Le timing dans lequel... Non, le président ne fait pas encore campagne, non. Ah non, il n'est pas dans pré-campagne là? Non, moi je vois un président qui va au contact des troupes, par exemple. Je vois un président qui fait le faux pas pour que l'agriculture togolaise se porte bien. Moi je vois un président en pré-campagne qui empêche les autres partis vous êtes opposant, qui empêche les autres partis politiques de circuler. Ce que je dis, c'est que ça s'est fait à dessein. Mon frère, lui a vu des aspects techniques. Il dit que c'est l'impréparation. Je dis que c'est fait à dessein. Les gens qui ont envoyé savaient que les machines ne travaillent pas. Ils savaient qu'il n'y aura pas les choses parce qu'ils savent que nous avons demandé aux gens de sortir massivement. Ils savent que les données ne seront plus les mêmes. Ils savent que les gens se préparent pour faire les choses autrement. Ils ne sont pas cons. D'ailleurs, vous venez de dire, si vous voyez un parti politique qui est en discussion, on a envoyé les forces de l'ordre pour prendre position contre. C'est fait comme ça. Donc, nous, ce que nous disons, nous allons observer ce qui va se passer à la zone 2, zone 3. C'est aussi des Togolais. Et nous avons bon espoir qu'ils n'auront pas souffrir de ce que nous avons vu dans la zone. C'est-à-dire que les cartes ne vont pas manquer, il y aura rapidité dans le travail et tout le monde sera enrôlé. Et un gouvernement responsable qui reconnaît que la CENI a failli doit corriger les choses. À partir de cet instant-là, quand la zone 1, la zone 2, on aura fini, il faudra rouvrir 3 ou 4 jours, même. Pourquoi on nous donne même les mêmes est-ce qu'on a la même configuration? Mais il faut, pourquoi on donne la même chose? Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Parce que quand vous prenez par exemple Jacques Diakoutou, une zone comme le Grand Lomé, moi je prends les derniers résultats du recensement, c'est plus de 2 millions. Donc une concentration humaine, mais on lui met la même durée que dans des zones moins concentrées en population. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le recensement général de la population. On a su, par exemple, le nombre de populations qu'il y a par exemple à Lomé, à Vaughan et dans les autres contrées. Et qu'on dise par exemple que l'encre, les cartes, l'imprimante, les ordinateurs n'ont pas marché dans ces localités, il y a un problème. Les groupes électrogènes, il n'y a pas de carburant. Vous voyez, il y a quand même un problème. Donc je crois que s'il fallait bien faire les choses, quand on dit une population de 2 millions, ce n'est pas une population de 500 personnes. 2 millions, minimum, bien, il faut moi accorder 1 mois à cette population-là pour pouvoir s'enrôler. On ne peut pas dire, par exemple, Lomé 2 semaines, ou bien 2 semaines. C'est une semaine qu'on nous avait Voilà, donné. une semaine, c'est pas... On a dit même ta bataille forcée. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je crois qu'il faudrait que les partis politiques maintenant plaident
pour que lorsqu'on va finir par exemple la zone 2, qu'on puisse revenir vers Lomé et ces environs-là, pour ceux qui ne sont pas fait enrôler, que les gens là puissent se faire enrôler. Parce qu'il faut reconnaître que, ce n'est pas moi qui lui dis, le gouvernement et la CENI ont reconnu qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des problèmes. Comment maintenant corriger ça? Corriger ce qui veut dire qu'il faut reprendre effectivement ce recensement, reprendre également l'enrôlement effectivement de ces jeunes. Parce que quand vous suivez par exemple le recensement général de la population qui a eu lieu, vous allez voir que la plupart, je ne sais pas si vous l'avez lu, vous allez voir que de 2002 à 2023, la plupart des jeunes là auront 18 ans. Oui. Voilà, la plupart de cette jeunesse, ils passent à 18 ans. Et l'autre aberration, c'est que lorsque les gens vont, par exemple, se faire recenser, si celui qui va, il n'a pas les 18 ans révolus, le jour qu'il est dans la salle pour se faire enrôler, on ne dit pas question, on ne t'enrôle pas. Donc je crois que c'est des choses qu'il fallait corriger. Voilà, alors qu'il a 18 ans. Donc je crois qu'il faudrait que la CENI donne les consignes pour dire, écoutez, enrôler les gens jusqu'à fin 2023. Là, on sait que la personne a 18 ans en décembre, et comme décembre, c'est les élections, la personne peut voter. Vous voyez, donc je crois que nécessairement, c'est le travail des partis politiques. Il faudrait qu'ils vraiment insistent au niveau de la CENI pour dire, écoutez, Lomé seulement fait 2 millions. Donc il faudrait accorder minimum 1 mois pour que les gens puissent se faire enrôler à Lomé. Est-ce que ce travail, vous comptez le faire, mettre la pression pour... Exactement, en s'approchant de la CENI, du gouvernement, mais également à travers les médias, ce que nous sommes en train de tout le monde nous écoute. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que le gouvernement lui-même, il a intérêt que s'il déploie les efforts, les moyens, que le résultat soit à la hauteur. Ce n'est pas bien que en décembre ou en juin, on veuille organiser les élections régionales, par exemple, quelqu'un qui a 18 ans, qui n'avait pas voté. Ce n'est pas normal. Donc il faut corriger tout ça là. Il faut enrôler tout le monde. Il faut qu'on enrôle tout le monde. Refuser d'enrôler tout le monde, surtout dans la zone là, moi je considérerais comme si c'est fait à dessein parce que, bon, voilà, tout ça là. Et donc, je crois que la CENI aura bientôt à nous situer véritablement quelles sont les dispositions qu'ils ont eu à prendre. D'abord, le temps qu'ils ont mis, le laps de temps qu'ils ont mis, ils ont reporté les choses. Pourquoi ils l'ont fait? C'était pour réussir? Quelles sont les dispositions? Il faut que la CENI communique. Et puis, les jeunes qui ont été déployés sur le terrain dans la zone 2, ils ne sont pas responsables de ce report. Donc j'espère que le gouvernement et la CENI en tiendront compte. C'est-à-dire que ceux qui... Pour le logement... Oui, ceux qui sont allés, ils sont restés dans les zones là. Il faut que la CENI et le gouvernement en tiennent compte. C'est aussi une justice sociale. C'est-à-dire qu'ils ont été, on leur avait donné un calendrier, on a dit, vous devez être là, vous devez commencer. Ils sont allés, ils sont là-bas, ils ont trouvé ils ont trouvé des logements. Ils ne sont plus revenus. Parce que vous ne pouvez pas revenir, retourner. Donc pendant tout ce temps qu'ils sont restés, il faut que la CENI trouve un juste milieu pour compenser le temps qu'ils sont restés là-bas. En tout cas, sinon, ce qu'ils vont pas seulement payer les dettes, tout ça là. Et certainement, la CENI doit être en train de penser à tout cela. On souhaite en tout cas que le recensement en zone 2 se passe mieux qu'en zone 1. Merci beaucoup, Jacques Diakouti, d'être passé. Merci beaucoup. Germain Sossou, merci à vous également. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi prochain.